Black Maps and Motel Rooms, l'avant-dernier épisode de la saison 2 de True Detective. Nos héros sont dos au mur, parents, femmes et enfants ont été écartés du champ de bataille et la confrontation finale s'annonce sanglante et tragique maintenant que Paul est hors jeu et que l'ensemble de la machination devient de plus en plus clair. Bienvenue dans l'After Show. Aujourd'hui, pour parler de l'épisode 7, j'ai avec moi Thomas Détouche, journaliste à Allociné, et Alexandre Herveau de Libération. On va commencer par le truc le plus chaud, c'est-à-dire l'incendie, ou plutôt celui qui fait les incendies. On va commencer par parler de Franck. Oui, Franck, oui, qui a passé quasiment toute la saison en fait, à subir, à essayer de se raccrocher, et qui là prend les choses en main en incendiant absolument tout. Il laisse vraiment des cendres derrière lui, et c'est une vraie action de badass déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça montre qu'il en a marre de subir et que maintenant il va agir. Donc c'est proprement fantastique à voir et ça promet beaucoup de choses pour le 8e justement. Ça c'est une action vraiment que je trouve intéressante. Ouais, moi, je pensais qu'ils allaient se limiter à juste son interrogatoire musclé de son homme de main Blake, qui se solde par sa mort, hein, tout simplement. Mais en fait, non, il rajoute la petite couche qui va bien après, avec effectivement la pyromanie en série, etc. Et c'est assez jouissif à voir, parce qu'effectivement, c'est le système habituel du gars qui est bolide, qui se fait un peu maltraité par tous ses pairs, etc. Même si on l'a quand même vu montrer un petit peu parfois des réactions un peu violentes. Mais là, c'est vraiment l'exaspération totale. Et la sienne était aussi un peu celle du téléspectateur, soyons clairs, parce que nous aussi, ça faisait quand même 7 épisodes qu'on avait envie de le voir se bouger un peu le cul. Et donc, il y a quelque chose d'assez jouissif à voir ça, notamment avec le joli plan final où on le voit observer de loin ses méfaits avec les casinos, les clubs qui crament. C'est pas seulement qu'il fait brûler, c'est qu'il regarde l'incendie, regarde le truc cramer. Il y a deux choses, il y a deux scènes formidables sur Franck. Il y a la première scène où le russe, la Osip, vient le voir à son bar et lui dit « Maintenant tu vas être mon vassal ». Et lui, très classe, lui sert un verre et fait « Je sais, vu mon expérience, mes connaissances, je peux être utile, etc. » Et là on se dit « Franck, ah, joli ». Là tu es en train d'essayer de… Et puis ensuite, il y a effectivement le moment où il ramasse l'argent de tous ses bars, etc. Et puis ouvre le gaz, et puis ouvre le feu, etc. Et puis on regarde ça de brûler de loin. Et ces deux scènes-là qui se font absolument miroir dans l'épisode sont assez formidables. Mention vraiment spéciale à Vince Vaughn, qui est assez… on l'avait vu sobre tout au long de la saison. Là, il rajoute encore un petit quelque chose à la sobriété, qui est l'efficacité du jeu, réellement. Il en fait juste un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut pour donner extrêmement de puissance à ses actes. Et ça, c'est assez fantastique à voir. Et on pourra remarquer aussi que c'est un peu la deuxième scène avec Vince Vaughn, avec celle de l'épisode précédent, où il y a ce système de suspense qui est mis avec le revolver caché à proximité. Donc la première fois, c'était avec la fameuse scène de confrontation dans sa cuisine avec Ray, voilà, où il y avait cette espèce de face-à-face hyper tendu, où on pouvait s'imaginer qu'une balle parte dans un sens ou dans l'autre à n'importe quel moment. Et là, c'est dans la scène dont tu viens de parler, là, avec Osip, là, le russo-israélien, où en gros, il y a le flingue à proximité qui est bien mis en avant avant le début de leur échange. Il y a un petit regard à un moment de Vince Vaughn en direction du truc, c'est très discret, sans pour autant qu'il y ait un plan de coupe sur le flingue. C'est pas un rappel vraiment évident, c'est quelque chose d'assez sous-entendu, et qui rajoute à la tension de la scène. Et ça, c'est hyper bien géré, je trouve. Donc là, je pense qu'il y a un joli retour en grâce de ce personnage et de son interprète, du coup, dans cet épisode. Ça a toujours été la bombe, en fait. On savait que ça allait exploser à un moment donné. On le savait. Les autres, ils s'en prennent plein la gueule, etc. Ils explosent plus ou moins, etc. Lui, on savait qu'il allait exploser à un moment donné. Là, il le fait littéralement. Et ça, je trouve ça vraiment réjouissant pour le 8e. Et surtout, il le fait sans tomber justement dans le pétage de plomb, genre Colin Farrell qui va se remettre la tête avec de la coke et du whisky. C'est genre, il le fait avec un calme olympien qui rajoute encore plus à la tension. Il n'y a pas de rire ou de choses comme ça. Non, c'est quand même très tout dans la retenue, et ce qui rend la violence d'autant plus percutante. Et en même temps, il a un plan.
Enfin, c'est ça qu'on voit dans l'épisode, c'est-à-dire qu'il a un plan, c'est une stratégie de sortie, quoi. Il a le billet d'avion, il a une stratégie de sortie, il a les papiers, il risque tout, mais il a une stratégie de sortie. C'est impossible, je pense, mais je m'avance peut-être, on fera peut-être des prévisions plus tard, mais c'est impossible qu'il ne se fasse pas trahir par l'un ou par l'autre quand il va chercher, quand il va dealer justement ces options de sortie, que ce soit le passeport, que ce soit le... Mais je vois difficilement... Stratégie de sortie, je ne suis pas vraiment sûr, en fait. C'est vraiment une stratégie suicidaire, quoi qu'il arrive. C'est en gros, s'il y arrive, tant mieux, mais il n'aura pas la vie qu'il a avant. S'il n'y arrive pas, il va se faire buter, prévision plus tard, c'est ça? C'est ça. Mais en même temps, je vais juste revenir sur suicidaire, parce que en fait, je trouve que la thématique de cet épisode, c'est qu'ils ont tous des stratégies suicidaires, sauf celui qui meurt, qui était celui qui pensait qu'il n'aurait pas à gérer les choses. On parle de Franck, alors que le personnage, entre guillemets... important de l'épisode, parce que c'est celui qui fait ses adieux, c'était Paul. Ce personnage est un des plus difficiles à comprendre de la série, vraiment. On comprend les tenants, les aboutissants, plus ou moins, le drame intérieur qu'il a, mais au-delà de ça, c'est assez difficile, effectivement, parce que pendant 2 épisodes, il dit « moi, je veux absolument remonter sur ma moto », super comme plan, ensuite il oublie, enfin bref, c'est un peu étrange. Par contre, ce qui est très dommage, je trouve, avec cette mort, au-delà du choc que ça provoque en tant que téléspectateur, qui est toujours intéressant d'ailleurs, surtout qu'on s'y attend pas, c'est le fait que pour le coup, il y a beaucoup de storylines qui sont ouvertes et qui a priori ne seront jamais conclues. Et ça, c'est quand même très problématique pour moi, parce que justement, vu qu'il était difficile à définir, il y avait des storylines que j'aurais bien aimé qu'il ait. Et là, tu parles de quoi? Tu parles de son passé avec les fameux Black Mountain, des exactions qu'il a pu faire, etc. Son choix de vie, ses rapports avec sa mère, sa carrière, il y a à peu près tout. Et il n'a même pas trouvé la rédemption dans son enquête, même pas. Ouais. Donc ce personnage-là est sacrifié réellement, c'est un personnage imparfait mais intéressant, est vraiment sacrifié au nom de la série. Est-ce vous la trouvez ridicule, vous, cette espèce de course-poursuite dans les tunnels Je la trouve pas ridicule, mais on a eu une énorme fusillade 3 épisodes avant. Alors c'est vrai que, vu les possibilités que ça offrait, justement, une fusillade dans le noir avec juste des lumières, des poteaux, le métro, on aurait aimé une fusillade un peu plus mordante. Ouais. J'avais un gros mot dans la tête, je suis désolé. Mordante, c'est le seul adjectif que j'ai trouvé. Mais un peu plus ambitieuse en tout cas. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, c'est bof. Ouais. C'est bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. En même temps, il n'y a qu'un assaillant. Enfin, il est seul, tu vois. Il a plusieurs assaillants, mais je veux dire, lui est seul, Paul. Donc ouais, mais en termes de mise en scène, c'est Rambo, quoi. Il a une armée en face de lui, il va tous les buter, quoi qu'il arrive. Hein, donc voilà. Donc, partant de ce principe-là, j'aurais aimé une mise en scène un peu plus étudiée, un peu plus ambitieuse, encore une fois. Là où c'est intéressant, c'est le fait de sortir de là et de se dire il est sauvé et boum, ça tombe. Ouais. Et ça, pour le coup, au niveau rythmique d'un épisode, c'est vraiment intéressant. On peut ensuite s'interroger, c'est toi qui t'interrogeais là-dessus, de la place de son fameux tueur. Oui, comment c'est sorti, mais bon. Parlons effectivement de sa stratégie que tu appelais suicidaire. Moi, j'ai des stratégies suicidaires. Donc, on a, comme tu as dit, ça promet le massacre là, parce que tout converge dans un sens. Et effectivement, donc on en a un qui est déjà mort, et Annie et Ray, eux, sont, en gros, ils sont fugitifs, ils ont tout perdu, et surtout, Annie, elle a dit au revoir à tout le monde, à sa façon. Donc, en fait, c'est une stratégie suicidaire générale. Je pense qu'ils ont tous compris qu'ils se battaient face à plus gros, et que de toute façon, même s'ils gagnaient cette bataille-là, ils allaient être massacrés derrière, quoi. Donc, Et puis en plus, ils vont pouvoir soigner leur alcoolisme ensemble, parce qu'à un moment, dans leur retraite, je ne sais dans quel motel, ils vont peut-être manquer de whisky. Donc peut-être que ça pourrait leur servir, qu'en bien, du coup, d'avoir cette espèce d'isolement, pardon. Je pense qu'ils sont occupés par autre chose pour l'instant. Pour l'instant, ils sont un peu occupés par autre chose. Mais parlons-en de Annie et Ray. Le truc qui, pour moi, gronde depuis le premier épisode, ou peut-être le début du deuxième, moi, je trouve ça bien vu, bien fait. J'y crois. Je trouve ça touchant. Moi aussi, je trouve ça touchant parce que du coup, ils se rendent compte que ce sont 2 personnes un peu cassées, un peu avec des fêlures. Et non, il y a eu cet échange. Il y a eu cet échange qui est pas non plus totalement novateur, inédit, ou genre tu n'es pas une mauvaise personne. Ouais. Si, je suis une mauvaise personne. Bon, voilà. Mais en gros, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux quand même. Je suis désolée, mais dans la vie aussi, c'est sympa évidemment, quand quelqu'un dit que t'es pas une mauvaise personne. Le truc, je trouve, tombe pas à plat. Enfin, il y a une vraie construction qui se fait avec le fait que, même si c'était sous l'influence
de la drogue qu'elle avait prise dans l'orgie. Elle a quand même manifesté un certain intérêt dans une scène précédente. Et c'était heureusement bien d'ailleurs qu'il se passe rien à ce moment-là parce que ça aurait été très cheap. Été très creepy en plus qu'il y ait une relation vaguement consentie. Je me suis pas violée par les 50 mecs, mais toi que tu es là. Voilà. Donc non, moi je trouve que la scène arrive. Et puis on en parlait tout à l'heure. En fait, en gros, ce qui est pas mal non plus, c'est que c'est une scène qui, on nous la joue pas à la Homeland saison, je sais plus combien, 2 ou 3, où il y a du cul dans un peu en mode fugitif comme ça et un peu en mode dans un lieu reculé où ils cassent pas les murs en se faisant du sexe bestial dans tous les recoins de leur chambre. C'est quelque chose qui est assez sous-entendu presque, très très peu explicite, et c'est pas plus mal. Après peut-être qu'ils avaient juste du temps à boucler pour l'épisode, ils n'avaient plus trop de temps pour montrer des scènes explicites, mais en fait non, je pense pas, je pense que c'est volontaire ils n'ont pas voulu verser dans le... jouer dans la romance adolescente plutôt que dans la grosse scène. Toi, je te sens pas convaincu. Je suis pas du tout convaincu par cette scène-là, je la trouve en trop, je la trouve dommage même. Dans l'épisode, en général, oui, ça fait 15 minutes qu'on se dit, bon, ça va, les gars, allez-y, quoi. Ouais. Non, mais on le sentait venir depuis longtemps. Ensuite, on l'a vu arriver vraiment depuis la fameuse scène où il refuse justement de coucher avec elle parce qu'elle est encore un peu droguée. Je me demande si Pizzolatto, il s'est pas dit à un moment donné, si je vais le faire quand même. Là, on le sent à un moment donné comme... Bref. Donc on le sent arriver, c'est un peu dommage. Ça met un peu de douceur dans un épisode qui pour moi n'en avait pas besoin. J'avais pas besoin de cette parenthèse de douceur et de calme. J'avais pas besoin non plus d'une scène d'amour à la Top Gun. Ça c'est vraiment le cliché ultime. Non, je la trouve en trop et je trouve justement que ça rajoute un peu de pathos pour le 8e épisode en prévision. Et ça me dérange. Parce que quand l'un des deux va se faire tuer et que l'autre va faire non. Je pense pas que ça se passe comme ça, mais en termes de téléspectateurs, les paris sont prêts. En termes de téléspectateurs, je pense que ça va rajouter une dimension qui n'était pas forcément nécessaire. Et tu parlais d'une réplique un peu cucu, tu n'es pas une mauvaise personne. C'est typiquement le genre de réplique qui me dit que cette scène est en trop, justement. Vraiment. Et que là, il n'est pas à l'aise, c'est un peu cliché, tu vois. Et moi, je pense que c'est en même temps, que ce soit maladroit ou pas. Arrête, cette scène-là avec la mère, c'est horrible. Oui, c'est creepy aussi. Bon, alors, ce dernier épisode, on attend quoi? On veut quoi? Parce que là, généralement, on parle des théories. 90 minutes qui arrivent. À ce moment-là, on parle des théories, généralement. Sauf que les théories, en fait, c'est difficile d'en avoir parce que là, on est dans l'anticipation, on est dans la fin. On est, alors oui, c'est peut-être Russ Cole, bien qu'on ait des théories super qui sortent sur notre site, bon, certains qui ont déjà été démentis, notamment est-ce que... qui est dans le Bird Mask et tout ça, et on sait entre-temps plein de choses. Mais là, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va nous satisfaire? Ça ne me dérangerait pas de terminer cette saison en me disant j'ai pas toutes les réponses. Ah oui, complètement. C'est pour ça qu'au final, essayer de tout raccorder, essayer de comprendre, etc., c'est pas grave. Quand je parlais tout à l'heure pour le personnage de Taylor Kitsch, ça me dérange parce qu'on n'a pas la fin. Là, c'est vraiment une trajectoire humaine, donc ça me dérange de pas le savoir. Ouais. Mais quant à l'intrigue et toutes ces ramifications et ces empérificotements un peu effectivement compliqués et volontairement compliqués de la part des Pizzolatto, ça ne me dérangerait pas de ne pas tout savoir. Il y a un certain nombre de choses que j'ai envie de savoir, comment vont terminer McAdams et Farrell, ce genre de choses. Le tueur au masque d'oiseau, c'est vrai que j'ai un fric comme dans Scooby-Doo, tu vois. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ces choses-là, ce sera à l'image de la fusillade, c'est-à-dire qu'en fait, tout a convergé vers ça, on ne sait pas exactement pourquoi, mais tout a convergé là-dessus, et ça a été un gigantesque massacre. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse, énormément de casse, et il va falloir prier un petit peu si on veut un personnage vivant. Voilà, c'est ma prédiction. Et surtout que maintenant qu'ils ont tué Paul, ils ont annoncé, ok, on est prêt à tuer quelqu'un, et surtout on a déjà tué un, donc ça veut dire que c'est pas lui qui va mourir dans le dernier. Une cartouche en moins, donc on veut des morts pour le dernier épisode. Hein. Moi je suis pas raison, je trouve ça plus intéressant que les personnages qui vivent que les personnages qui meurent, mais bon. En plus, c'est pas rien cet épisode parce que le patron de HBO, il y a quelques jours, en répondant aux critiques, a dit... Vous allez voir, ça va bien se passer. C'est ça, elle dit attendez de voir la fin de la saison, c'est une des fins de saison les plus satisfaisantes de notre chaîne. Ouais. En même temps, il va pas moi, dire le contraire. En même temps, c'est quand même une promesse. Il ne peut pas dire l'inverse parce que ce serait malvenu dans sa position, mais j'ai quand même envie de lui faire confiance parce que globalement, là, on dit ça depuis tout à l'heure, mais cet épisode, moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Si on doit parler de manière totalement honnête et franche et basique, j'ai trouvé vraiment cool cet épisode. Celui de la semaine d'avant était pas mal non plus, en tout cas bien mieux que ce présent. Donc on est vraiment là sur une bonne lancée pour l'instant. Et en gros,
depuis le début, évidemment, on parle à chaque fois de polar en comparant la série avec plein de livres cultes, notamment de James Ellroy, etc. Et même si c'est une série, il y a aussi on retrouve un petit peu cette impression qu'on peut avoir des fois dans des bouquins où en gros, il faut s'accrocher au début. On n'est pas dans même un bouquin aussi culte et réussi qu'il soit. C'est pas toujours forcément dès le premier chapitre qu'on va se dire waouh, c'est génial, le meilleur chapitre que j'ai vu de ma vie. Maintenant, on voudrait que chaque épisode soit une claque, etc. Alors que là, non, on a mis 5 épisodes à un peu accrocher les wagons, un peu se prendre d'affection pour certains personnages, ce qui n'était pas forcément facile à faire. Et là, ça y est, on est arrivé aux 2 tiers du bouquin. Enfin, on a lu plus des 2 tiers. Et on est en mode, on veut tourner la page vite pour avoir. Voilà. Et je pense que moi en tout cas j'ai d'énormes attentes pour l'épisode final parce que j'ai pas envie de me dire que c'était une saison de trop, enfin que c'était j'ai envie de faire confiance à Pizzo Lato. Et puis surtout, oui, ce serait encore une fois la preuve que une saison peut être commencer de manière assez faiblarde et être inégale et aller en fait et voilà, il y a plein de séries et plein de films aussi et de bouquins, n'en parlons pas, mais qui ont à leur époque été critiqués négativement pour être revus à la hausse quelques années plus tard, etc. Et encore, quand c'est le cas d'un film, au moins un film c'est 90 minutes ou 120 minutes. Donc au moins tu as un jugement final. Alors que quand tu shootes 2 épisodes, on est dans la génération et on en est la preuve incarnée où on dissèque épisode par épisode. C'est très bien de disséquer. Bien sûr, c'est bien de disséquer épisode par épisode, mais peut-être qu'on va se faire un petit previously in after show quand on fera le récap ultérieurement et qu'on s'entendra à faire des remarques sur l'épisode 1 ou 2 en se disant mais quel connard j'ai été de dober là-dessus, alors qu'en fait c'était évidemment totalement justifié. Moi en fait je suis rentré dans la saison tout de suite en fait. Alors oui, elle est faiblarde, oui il y a de gros défauts dans la structure et dans les épisodes et dans les personnages, mais j'ai adoré cette saison du début à la fin. Et oui, il y a une montée en puissance, mais j'ai été pris par les personnages dès le début, pas par l'atmosphère. Et tu parlais d'Ellroy, dès le premier épisode, on voit que c'est pas du Ellroy. Pouf, c'est à côté. C'est pas du tout du Ellroy, enfin, pour moi. Et autant cette saison est extrêmement ambitieuse dans ce qu'elle veut montrer en termes de corruption, par exemple. Peut-être trop ambitieuse, et donc elle a les défauts de ses qualités. Mais en tout cas, elle a réussi à créer des personnages et à les suivre réellement. Y compris leurs défauts, d'ailleurs, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, donc moi j'ai trouvé aussi cet épisode 7 cool, pour reprendre ton terme, cool. Et oui, j'ai d'énormes attentes pour le 8e. Et le patron de HBO, oui, il va dire que c'est génial, mais Pizzolatto, il se tait encore. Et j'attends son débrief de la saison 2 qui ne viendra jamais. Ouais. Mais je l'attends avec beaucoup d'impatience. Merci pour cette discussion. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Et ensuite, on se retrouvera encore un peu plus tard pour un grand season recap. Continuez à commenter. On lit tout ce que vous écrivez. Merci pour tout. Au revoir. You're not